Éthiopie, Érythrée, la réconciliation en marche, ainsi s'interroge ce matin James William Gbagidi. À nouveau, bonjour James. Bonjour de nouveau Loris Davoy et bonjour de nouveau à tous les téléspectateurs et bien sûr auditeurs. Alors, depuis qu'il est au pouvoir, le Premier ministre éthiopien ne cesse de faire des annonces surprenantes et prendre des mesures inattendues. Après la levée de l'état d'urgence, la libération de centaines de prisonniers politiques, c'est donc aux voisins érythréens que Abiy Ahmed tend désormais la main. Objectif, résoudre le vieux litige frontalier entre les deux pays et réconcilier deux peuples frères trop longtemps restés ennemis. Question à James. Oui, vous êtes prêts, j'espère. Comme d'habitude. comme le cas de Génie Nèvre. Je vous la pose un peu comme si c'était question pour un champion. Alors, la décision du Premier ministre éthiopien James William Gbagidi est très audacieuse. Comment expliquer une telle hardiesse de sa part? La décision du Premier ministre éthiopien procède donc d'une série de décisions qu'il a justement décidé de prendre depuis qu'il est arrivé au pouvoir et il est dans une dynamique. Cette dynamique-là, d'abord, c'est un changement de paradigme à la tête de l'Éthiopie et ce changement de paradigme, c'est parce qu'il veut faire de l'Éthiopie un pays différent, un pays qui se réconcilie de l'intérieur avec lui-même. Quand il est arrivé au pouvoir, donc, Abiy Ahmed a, d'abord, il faut le rappeler, nous en avons parlé sur ce plateau, il est de l'ethnie Oromo. C'est cette ethnie qui a longtemps été contestataire et d'ailleurs qui reste un peu, aujourd'hui encore, contestataire parce que pas encore totalement convaincu que Abiy Ahmed, bien qu'étant un des siens, soit véritablement dans la dynamique de régler tous les problèmes que les Oromo ont avec le parti au pouvoir. Et ce parti au pouvoir était largement dominé par une autre ethnie, c'est l'ethnie des Tigrés, les Tigréens en fait, l'ethnie Tigré. Et c'est cette ethnie-là qui avait conduit à la guerre civile, qui avait chassé du pouvoir le dictateur Haïlé Mariam. Donc aujourd'hui, l'Éthiopie est dans une dynamique de progrès et c'est Abiy Ahmed qui donne l'impulsion à ce progrès. Il surfe sur sa vague de popularité parce qu'il est arrivé au pouvoir, il a été élu par le Parlement, il était donc lui-même un membre, il est membre du parti au pouvoir, il a été élu et il surfe sur cette vague de popularité pour faire accepter ces avancées-là à l'ensemble de la classe politique éthiopienne. On le voit, c'est un homme qui a beaucoup de charme et qui également, à l'occasion déjà de son discours d'investiture, a annoncé les couleurs. Il a dit qu'il ferait de l'Éthiopie un pays plus avancé, un pays plus moderne et bien entendu un pays en paix avec ses voisins. Parmi ses voisins-là, on compte bien entendu l'Érythrée qui aujourd'hui se trouve être le pays avec lequel Abiy Ahmed a lancé le processus de réconciliation. Alors James, dites-nous, en quoi consiste le problème frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée au fond? C'est quoi le résumé? C'est quoi quel a été le déclic? Alors, le litige frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée remonte loin. Il remonte très loin, il remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé par les colons, en tout cas les colonisateurs européens, en dehors du Libéria. Le Libéria qui, d'une certaine façon, aurait pu être considéré comme une colonie américaine. Mais en réalité, donc, ce sont ces deux pays-là qui n'ont pas connu l'invasion des colons, même s'il faut noter que l'Éthiopie a le mérite d'avoir vaincu les colons quand ils ont tenté, les colonisateurs quand ils ont tenté de s'en emparer. Et justement, c'était les colonisateurs italiens qui avaient mené l'offensive contre l'Éthiopie. Ça avait été un échec. Mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie, qui n'a jamais admis cette défaite contre un pays africain, va revenir à la charge. Et à cette veille de la Deuxième Guerre mondiale, en 1937, plus précisément, le
Premier ministre italien qui était alors Benito Mussolini, le fasciste Benito Mussolini, va lancer de nouveau son armée contre l'Éthiopie. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une colonisation, mais d'une occupation. Il occupait déjà le territoire de l'Érythrée et ensuite, il se lance sur l'Éthiopie dont il conquiert là aussi le territoire. À la fin de la guerre en 1945, l'Italie vaincue, Benito Mussolini pendu après l'avoir été jugé par les siens même, l'Éthiopie est libérée. Et l'empereur Haïlé Sélassié, à cette époque-là, bénéficie alors d'une grande aura internationale. Et pour récompenser un peu l'Éthiopie, qui obtient donc de nouveau ce qui recouvre son indépendance, on lui adjoint le territoire voisin de l'Érythrée. Alors l'Éthiopie, en ce moment-là, avant cela, ne contrôlait pas le territoire de l'Érythrée. Mais à l'occasion de cette indépendance nouvelle, celle qui procède de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, enfin, la nouvelle organisation donc, qui gère les relations internationales, décide donc d'octroyer le territoire de l'Érythrée à l'Éthiopie. C'était sans compter avec les revendications indépendantistes des Érythréens qui, entre 1945, donc en fait 47, et de 1993, vont mener une lutte d'indépendance, une guerre d'indépendance qui va aboutir en 1993, après de nombreuses escarmouches, de nombreux affrontements, à l'indépendance de l'Éthiopie. Mais c'est là que vient maintenant le litige frontalier actuel, puisque à l'indépendance en 1993, l'Éthiopie ne cède pas la totalité du territoire érythréen, contrôle, en tout cas garde la main sur une partie qu'on appelle Badmé, ce qui lui permet d'avoir encore un accès à la mer. Et cet accès à la mer, lui, est essentiel, parce que quand on voit la carte, ou les différentes cartes que nous avons vues tout à l'heure, on voit très bien que l'Érythrée est tirée sur la façade maritime, ce qui empêche bien entendu l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, l'Éthiopie utilise les ports de Djibouti notamment pour pouvoir commercer avec les pays du Golfe arabo-persique. Ce qui est bien sûr est un handicap. Tout pays a envie d'avoir un accès à la mer. Donc l'Éthiopie est amputée de cet accès à la mer, et c'est pour avoir cet accès à la mer que l'Éthiopie a occupé la bande de Badmé. Une guerre s'est déclenchée entre 1998 et 2000 qui a fait 80 000 morts entre les deux pays. Et après la fin de cette guerre-là, une commission de l'ONU, une commission, bon, pas vraiment de l'ONU, mais une commission arbitrale soutenue par l'ONU, a tranché le différend frontalier et a dit que la région de Badmé appartient bel et bien à l'Érythrée. Mais ce sont les forces armées éthiopiennes qui occupaient cette région, qui ont refusé jusqu'à présent de quitter la région. Et l'annonce du Premier ministre éthiopien aujourd'hui, donc le 5 juin 2018, c'est de dire que le gouvernement éthiopien accepte de mettre en œuvre totalement l'accord d'Alger qui avait mis fin à cette guerre-là, et donc de libérer le territoire de Badmé pour que l'Érythrée recouvre sa souveraineté sur ce territoire-là. Alors James, mais comment réagit alors la vieille garde face à ces annonces successives du Premier ministre éthiopien qui, plus ou moins, doit bousculer quelque peu les vieilles habitudes? Bien sûr, ces annonces nombreuses du Premier ministre éthiopien ne plaisent pas forcément à la vieille garde qui était au pouvoir jusqu'à ce que lui, il y accède. Mais il faut noter que cette vieille garde n'a plus aujourd'hui véritablement la main. Ce qui a conduit au départ de Haïlé Mariam Desalegn, justement, du pouvoir, c'était, en tout cas, il semble, en tout cas pour Haïlé Mariam Desalegn, que lui, il a voulu bousculer cette vieille garde, mais parce qu'il n'avait pas véritablement les coups de franche, il a dû se contenter de faire ce qu'il pouvait. Et pour pouvoir, en tout cas, donner une nouvelle impulsion, il a démissionné de façon fracassante et il a mis en difficulté cette vieille garde. Cette vieille garde, aujourd'hui, est donc un peu en difficulté face à la popularité d'Abiy Ahmed, qui surfe sur cette popularité et qui continue de mettre en œuvre les réformes. Le Premier ministre sait que sa popularité ne sera pas éternelle. Il sait que ce qu'on appelle donc cette
cet état de grâce ne sera pas éternel non plus, et que pour le moment, il a une longueur d'avance sur cette vieille garde, et c'est l'occasion ou jamais de mettre en œuvre les réformes qu'il a entreprises, et donc c'est ce qu'il est en train de faire. La vieille garde, elle est là, elle attend probablement son heure, son moment pour revenir au devant de la scène, mais il semblerait que pour le moment, en tout cas, Abiy Ahmed continue d'avoir cette prégnance sur elle. James, mais comment pourra réagir l'Érythrée face à cette main tendue du Premier ministre éthiopien? Bon, on connaît un peu le président érythréen Isaias Afwerki, qui n'est pas un tendre, qui est reconnu comme étant l'un des plus gros dictateurs, le plus grand dictateur d'Afrique à l'heure actuelle. L'Érythrée est considéré comme le pays où il y a le plus de persécutions envers les journalistes. L'Érythrée est un pays où il y a plus de 5000 personnes qui fuient le territoire chaque jour. Donc, c'est un pays qui est relativement fermé, qui a beaucoup de conflits avec ses voisins, notamment avec l'Éthiopie. Mais quel pays connaissez-vous qui puisse ne pas être véritablement d'accord quand on lui restitue une partie de territoire qui lui revient de droit? Je pense que l'Érythrée, quel que soit le problème, va accepter et va très bien prendre cette décision de l'Éthiopie de lui restituer le territoire de Badmé. Mais est-ce que c'est cela qui va prononcer, qui va aboutir à la réconciliation? Ça, c'est une autre question que vous allez peut-être poser, j'en sais rien. Alors James, mais pour autant, la réconciliation de ces deux États est-elle envisageable? Oui, vous la posez donc. La réconciliation est possible entre ces deux États, puisque... Vous m'y attendez? Oui. Vous me voyez venir? Oui, la réconciliation est envisageable entre ces deux États, mais il y a encore un certain nombre de problèmes, parce que quand on sait qu'il y a un conflit, en tout cas, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est surtout sur la base également, non pas seulement du conflit frontalier, mais également le soutien que l'Érythrée est soupçonnée d'apporter au mouvement terroriste des Chebab en Somalie. Et ce conflit-là, ce différend, s'est déjà exprimé à l'occasion de l'entrée des forces éthiopiennes en Somalie qui sont parties lutter contre les Chebab. Entre-temps, l'Érythrée a été accusée à plusieurs reprises d'être derrière les Chebab, justement parce que l'Éthiopie les combat. Donc, le problème ne se limite pas aux différents frontaliers, qui va certainement permettre un peu une avancée dans les rapports entre les deux États, mais il y a encore d'autres problèmes sur le plan politique. Il y a des points de vue qui sont très divergents, et en dépit de sa bonhomie, de son attitude conciliante actuelle, il ne me semble pas que un quelconque Premier ministre, fût-il Abiy Ahmed, soit en mesure de plier les chines totalement devant l'Érythrée. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un acte d'ouverture, mais je ne suis pas sûr qu'il en fasse d'autres si l'Érythrée ne change pas aussi d'attitude vis-à-vis de l'Éthiopie. En tout cas, c'est un processus qui est engagé et nous sommes là pour voir. C'est vrai que la suite de ce processus dépendra aussi du comportement de l'attitude de l'Érythrée, enfin des leaders de l'Érythrée. Absolument. Merci James William Baguidi.